Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. De Digital Congo, en commençant par Patrick Lupika, à qui j'ai dit bonsoir. Patrick. Bonsoir à vous, Jean-Pierre Kadima, bonsoir à toutes les téléspectatrices ainsi que tous les téléspectateurs de cette émission Sport Décryptage. Eh bien, un petit message avant de commencer, c'est un message de félicitations à notre confrère Charles Mboué aujourd'hui qui est à Canal+. C'est quand même une fierté pour cette rédaction, il est passé par Digital Congo. Justement, c'est une émanation, on va d'ailleurs en parler dans les divers, dans cette émission. Alors, Nathalie Yoko, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver en ce lundi. Le plaisir est partagé. Grand merci, tout à fait, je suis en forme. Merci. David Ndala, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque lundi d'ailleurs depuis votre arrivée à cette rédaction des sports de Digital Congo. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. C'est un plaisir. Ah, bah oui, justement. Mais puisque Alain a dirigé la fois dernière, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre. Comprenez que nous sommes restés justement sur cette euphorie-là. Mais sinon, c'est un plaisir de retrouver l'ensemble de l'équipe et on est très en forme pour partager en tout cas toute l'actualité sportive avec les téléspectateurs, pour ne pas parler comme Patrick Lupika, les téléspectatrices. Voilà. Et donc c'est le même plaisir que partage Olga Massamo. Heureusement qu'il est redescendu sur terre. Hein. Oh, bonsoir Jean-Pierre et bonsoir à tout le monde. Alors Junior Dilanga, c'est un plaisir de vous retrouver après un mois de reconstitution physique. C'est vrai que vous avez été en congé, vous revenez, je vous sens tout frais. Oui, ça va. Ça va et j'ai dit bonsoir à vous également, ainsi qu'un très grand merci à nos téléspectateurs qui étaient tout le temps en train de nous appeler pendant notre absence et donc on était oui, et puis on a perdu quand même le goût de ces micros pendant plus d'un mois au jour d'aujourd'hui. Vous avez envie de les dévorer, pourquoi pas. J'aimerais aussi relayer ce qu'a dit Patrick Lupika. C'est une petite digression si vous me le permettez. Ouais. C'est justement pour saluer les efforts, ces grands pas qu'a franchi notre confrère et ami Charles Mbouya, qui est aujourd'hui à Canal+, qui a déjà commencé d'ailleurs à commenter le match au niveau du championnat européen. Ça fait du bien avec l'homme avec qui vous étiez ensemble dans cette rédaction, avec qui vous aviez passé beaucoup d'années et qui se retrouve aujourd'hui à ce niveau-là. En tout cas, ça fait du bien, ça prouve à suffisance qu'il est passé par l'école qui était... Excellence, justement. Merci Junior. J'espère et j'ai pris que ça soit le prochain tour, ça soit vous. Alors, Amen. Alain Salou Bouzitou, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, je salue cette grosse performance, si on peut parler en ces temps pour Charles Mbouya. Il est passé par notre rédaction, ça fait la fierté de la rédaction. À côté de ces plaisirs, il y a aussi cette qualification des Léopards Senior Basketball, c'est une première. Et ils n'ont jamais été sur le programme. Je savais que vous alliez arriver là. Pas franchi, tant que sur le programme, on en parlera. Très bien. On avait tort de ne pas soutenir Monsieur Basket, c'est avec lui qu'on va parler dans le deuxième sujet donc, de ce soir. Et sur ce plateau, on va consacrer cela à l'afro-basket et les Léopards ont réussi, en tout cas les plus difficiles, c'est-à-dire se qualifier après autant, et c'est une grande première, c'est les messieurs, nous allons d'ailleurs revenir dessus. Et c'est pour vous dire qu'on va largement parler football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. On reviendra justement sur la phase finale de l'afro-basketball. Un mot sur la 14e édition de la Coupe de la FEVOCO dans les tableaux masculins qui se déroule pendant ce temps à Lubumbashi. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver donc. Et donc commençons par le commencement. Comme on l'a dit, c'est la RDC qui recevait en 4e journée des éliminatoires la Tunisie. 2 buts partout à l'arrivée. Match qui était pourtant dominé pendant au moins 75 minutes par les Léopards de la RDC. Mais ils ont connu les 15 dernières minutes catastrophiques. Pour ne pas parler du cauchemar, justement, parce que c'est dans les 15 dernières minutes que les Tunisiens ont réussi à égaliser pour faire un score de parité, 2 buts partout. David Ndala, c'est vrai que ces jours-là, ces soirs-là, Kinshasa, comme le reste de la République démocratique du Congo, était versé dans une sorte de tristesse. Et pour tout dire, le peuple congolais était inconsolable.
inconsolable, je crois que c'est le terme qu'il faille utiliser. C'est vraiment quelque chose qui ne nous a pas permis de bien dormir, parce que dans l'esprit, nous avons quand même été en Russie. Et après, nous sommes revenus en République démocratique du Congo. Et donc, ça n'a pas été un score qui pouvait nous plaire, parce que on a fait tout ce qu'il fallait faire. Quand vous regardez la sortie des Congolais dans le tunnel, c'est qu'il y avait l'envie d'aller faire un résultat. Regardez tout le match, c'est qu'on a été parfait jusqu'à la 75e minute quand les Tunisiens sont revenus au score. C'est qu'il y avait l'envie d'aller chercher cette qualification, parce qu'on savait que en faisant un très bon score à la maison, ça pouvait nous profiter justement à la formation de la République démocratique du Congo de retrouver le haut de classement, mais ça n'a pas été fait. Et donc inconsolable, je crois que c'est le terme qu'il faille utiliser ici, puisque pour l'instant on recourt à cette fameuse calculatrice qui va encore nous compliquer la tâche, et donc ça ne sera pas toujours possible, facile, je veux dire. Et donc, pour me résumer, qu'est-ce que je veux dire sur ce match, c'est que on a fait ce qu'il fallait faire, sortir avec l'envie d'aller chercher cette qualification, sortir avec l'envie d'aller faire les résultats à la maison, ça a été fait. Mais quand vous regardez sur l'ensemble de la partie, c'est que les Tunisiens ont eu leur temps fort, les Congolais également, mais nous, ce que nous n'avons pas fait, c'est simplement la gestion du match, que ce soit dans le chef des joueurs, la gestion du match, que ce soit dans le chef également du staff technique, parce que il faudra le dire, les joueurs sont censés jouer jusqu'à la fin des 90 minutes, ce qui n'a pas été fait. Et du côté des entraîneurs, quand on constate qu'il y a des failles, quand on constate qu'il y a des fourches, il faut bien évidemment commencer déjà à prendre des dispositions pour pouvoir faire la différence, parce que quand l'adversaire revient, l'adversaire fait très mal. Est-ce que c'est un problème des choix tactiques qui pose problème dans cette dernière partie du match, quand la RDC encaisse coup sur coup 2 buts, ou c'est tout simplement un manque de, j'allais dire, un manque de concentration et même de vigilance dans l'axe défensif de la République démocratique du Congo, parce que finalement on n'a pas fait attention à ce qui devait arriver dans les minutes qui suivaient. Ah oui, c'est aussi l'une des raisons. Quand on essaie de regarder un peu la réalité en face, on se rend compte que la RDC a eu un sérieux problème en deuxième mi-temps. On a senti qu'il y avait une certaine débauche d'énergie dans les chefs des joueurs de la RDC. Ça ne s'est pas fait remarquer seulement lors du match retour, même lors du match aller. Il y avait ces sérieux problèmes. En tout cas, en deuxième mi-temps, la RDC était quasi inexistante avec ces sérieux problèmes d'énergie. Il y a eu ces problèmes de débauche d'énergie. On a senti que les joueurs congolais étaient totalement émoussés à telle enseigne que les Tunisiens étaient pratiquement sur toutes les balles. Quand on essaie de voir la bataille du milieu du terrain, était totalement gagnée par les Tunisiens en deuxième mi-temps. Et l'entraîneur tunisien a expliqué une histoire en conférence de presse. Il dit, quand on lui a remis la feuille de match de la part de la RDC, il regarde ses joueurs, il prend 4 de ses titulaires, il va les ramener sur le banc de réservistes, notamment le Fakhreddine Ben Youssef, Naïm Sliti, et même le joueur qui est rentré, Jredi, qui est entré pour inscrire le deuxième but, et tous, ils étaient sur les bancs de réservistes. Et en deuxième mi-temps, lorsqu'il a senti que l'homme qui était en train d'alimenter l'attaque de la RDC était Kakuta, il a muselé ce garçon avec 2 garçons trop élancés. Et c'était une question de la stratégie. Mais dans l'ensemble, Jean-Pierre, je pense qu'on est revenu de Radès avec ses défaites. C'est quelque chose qui est venu mettre davantage la pression sur les léopards de la RDC. Et quand on se pose autant de questions, on se rend compte que la RDC a un sérieux problème physique. Et qui s'occupe de la préparation physique au sein de la sélection de la RDC? Il n'y a personne qui s'occupe de la préparation physique. Un aspect très important que vous allez soulever au cours de cette émission. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais proposer aux téléspectateurs de suivre les 2 entraîneurs en conférence de presse après-match. Et puis, nous allons partir de là pour justement comprendre ce qui a suivi, ce qui a amené la RDC à ne pas se concentrer, rester concentré sur la suite du match. On avait reculé juste avant ça. On avait beaucoup reculé, on avait laissé la balle aux Tunisiens. Du coup, on avait un petit peu peur. Quand vous marquez 2-0, vous avez envie de garder le score. Et c'est un score, j'appelle ça souvent score bâtard, parce que vous menez 2-0, vous pensez que c'est fini, donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il fallait continuer à conserver le ballon. Chaque fois qu'on conservait le ballon, on était bien. Mais on a plutôt continué à le balancer, à le redonner à l'adversaire pour qu'il nous attaque. Donc, il y a eu un fait de match qui est arrivé assez rapidement avec la blessure de celui qui jouait justement la sentinelle devant la défense, Chancel Mbemba. Il s'est blessé, et puis Moubele aussi qui s'est blessé. Donc ces 2 changements ne nous ont pas confortés pour garder l'équilibre de l'équipe.
on a pris notre destin en main, c'est ce qu'on voulait, c'est avoir notre destin en main. Maintenant, on ne l'a plus. À partir du moment où on ne l'a plus, il faut quand même continuer à faire son travail en professionnel. Et le travail, c'est comme je dis à chaque fois, rentrer sur le terrain avec la volonté de gagner. Il reste 2 matchs, il faut rentrer sur le terrain pour gagner, à commencer par celui de la Libye. Et, comme vous l'avez vu, les 4 buts de ce match-là, c'est sur des fautes individuelles. On peut tout préparer, tout négocier, tout mettre dans l'autre. Il y a toujours des fautes. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de football. Donc moi, j'étais toujours serein sur le banc. Je savais qu'on pouvait revenir parce qu'on avait les clés du match. On sentait qu'on tenait, surtout en deuxième mi-temps, les rênes du match. On jouait notre football, qu'on savait jouer, qu'on savait faire. Et voilà, ça a été le déclic avec le premier but. Je crois que mes joueurs ont été un peu, malgré que je leur ai parlé de tout ça, du public et tout ça, ils étaient un peu émoussés après le premier but qu'ils ont encaissé après 6 minutes. Mais après, petit à petit, ils sont revenus dans le match. Alors, 2 choses dites de manière différente. Lors de la 3e journée, Ibenge parlait du destin qu'on avait entre nos mains. On n'en avait plus. Et qu'on n'en avait plus. Alors, je ne sais pas. Quand il faut justement parler de ce destin, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que les choix opérés par Florent Ibenge étaient réalistes? Pas du tout, surtout pas sur le match retour. Rémi Moulumba, qui est entré dans le dernier quart d'heure de la partie pratiquement, ici par la demi-heure des jeux, n'avait pas ses ressources physiques. Vous allez comprendre que la réduction du score est venue de son côté. Il suit l'attaquant tunisien derrière. Ça veut dire que c'est un joueur qui a été diminué physiquement. Pour rebondir sur un des aspects que le confrère disait ici, sur l'ensemble de 2 matchs, parce que entre nous soit dit, un match se gagne sur 4 aspects qu'il faut travailler. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect physique, il y a le mental. Sur l'ensemble de 2 matchs, la RDC a montré ses limites du point de vue physique. Déjà, au match aller, la RDC n'a pu jouer que 45 minutes. La deuxième période, les Tunisiens ont pris de l'ascendant physique sur nous. C'est-à-dire que c'est une équipe qui était mieux lotie physiquement que nous, parce que le match est 90 minutes. Et on revient sur le match retour, on mène jusqu'à, si je ne me trompe pas, la 75e minute par 2-0. Et les 15 dernières minutes, l'adversaire arrive à remonter, à refaire le retard, jusqu'à nous contraindre à l'égalisation en l'espace de 2 minutes. Et vous avez vu comment nous avons terminé la partie, les joueurs complètement émoussés, essoufflés. Et du point de vue mental, c'est un deuxième aspect qui a donné l'ascendance aux Tunisiens. Les Tunisiens ont cru, quand bien même mené par 2-0, et le changement tactique opéré par Nabil en larguant ses jokers ont pu clouer au mur la RDC qui était déjà limitée physiquement. Donc, de ce point de vue, il y a des questions que nous devons remettre sur table, ce qui concerne les Léopards de la République démocratique du Congo. On regarde ces 2 matchs. Comment s'était fait la préparation physique? Est-ce qu'il y a un préparateur physique au sein de cette formation? Parce que ne dit-on pas qu'à force technique, tactique égale, la différence vient des qualités physiques? Et ces principes venaient se vérifier, de s'avérer une fois pour les Aigles des Carthage de la Tunisie, qui ont réuni les 4 aspects pour former, mettre au point, construire une équipe solide. Et contrer les velléités de la République démocratique du Congo. Alors justement, Junior Dinanga, avant peut-être que vous soyez complété par Patrick Lopika, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des aspects physiques au niveau du staff technique de l'équipe nationale? À ce que je sache, c'est Kimoto, qui, à mon humble avis, n'est pas quand même préparateur physique. Oui, Kimoto fait, bon, c'est juste pour compléter le trou, mais l'aspect physique est occupé par celui qui les fait. D'habitude, c'est le coach Moune Zahira, mais malheureusement, vous savez, Moune est parti dans des conditions que nous savons nous tous. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça nous paye, ça paye cash à la République démocratique du Congo. Mais revenir un tout petit peu sur la rencontre, vous avez vu la défection de la RDC est arrivée juste après la sortie des Chancel Mbemba. Et là, ça nous pousse à pouvoir réfléchir sur la préparation concrète de l'équipe nationale
nationale. Comment une équipe nationale, parce que ce n'est pas un club, c'est au niveau de club que l'on essaie de former le joueur, mais en équipe nationale, on prend le meilleur du moment et à chaque poste. Je crois que le travail devait se faire par rapport à ces stages qu'on avait prévus au Maroc, c'est-à-dire nous savions déjà que si tel est empêché, c'est elle qui va prendre la place, c'est elle qui va remplacer. Et si on peut avoir un penalty, c'est tel joueur qui va jouer. Tous ces éléments-là, s'organisent au niveau du stage bloqué. Mais là, j'ai la nette impression que ce travail des fois n'a pas été fait. C'était comme si Florent était en train de tâtonner sur son choix, parce que quand il remplace Rémi Mulumba, c'est lui le sélectionneur, il a le droit de connaître les registres de chaque joueur plus que nous. Il sait que Rémi Mulumba a un problème de temps de jeu, parce que Rémi, depuis le début de la saison, n'a pas joué. Et aussi, s'il faudrait corroborer avec ce qui s'est fait la saison dernière, Rémi n'a pas toujours fait une bonne impression, n'a pas toujours sorti une très belle prestation depuis qu'il est à la sélection. C'est ça le problème. Donc, pourquoi attendre que l'autre soit blessé pour opérer les changements alors qu'on menait déjà 2-0? Il pouvait, à partir de cette espèce, les matchs étaient déjà pliés, il pouvait renforcer sa défense pour permettre à ce que nous puissions avoir nous puissions conserver cette avance, parce que vous savez que le match ne se joue pas pendant 75 minutes, Jean-Pierre Kadima, c'est 90 minutes. Si les grands comme José Mourinho peut gagner l'UEFA avec le quart d'un but dans chaque match, il n'a pas pu battre ses différents adversaires avec un grand écart. C'était toujours d'1-0, de 2-1, pour la bonne et simple raison, quand il marque, il fait sortir les quelques attaquants pour renforcer sa ligne défensive. Donc, sur ce point-là, Florent Ibenge a péché. Oui, justement, quand on parle les amis ont parlé de la gestion de match. Moi, à votre avis rationnel? Oui, c'est pourquoi j'ai dit, cette gestion revient, c'est une notion qui revient justement à l'entraîneur, une responsabilité du staff technique, parce que c'est un travail qui s'est fait en amont, mais malheureusement ça ne s'est pas fait du côté de la République démocratique du Congo, et c'est ça le mal qui a élu domicile dans le chef des alors je ne sais pas si vous partagez le même point de vue, Olga Massangou, quand il parle par exemple de cette responsabilité au niveau de la gestion qui à son avis reste quand même catastrophique. La gestion, oui, je dirais oui, parce que Florent n'a pas su gérer le score qu'on avait. On menait au score jusqu'à la 75e minute des jeux. Mais parler du choix du coach, moi, en tout cas, je n'aimerais pas dire ici que Florent Ibenge, on est ceux-là qui connaissent mieux les joueurs que Florent Ibenge. En tout cas, je ne peux pas dire ça. Je sais qu'en montant Rémi Mulumba, il était sûr et certain que celui-ci allait boucher le trou laissé par Chancel Mbemba, mais du reste sur le terrain, Rémi n'a pas répondu à l'appel, ou il n'a pas bien joué, il n'a pas répondu aux attentes de Florent Ibenge. Là, c'est la suite, mais en le plaçant, je suis sûre et certaine qu'il était sûr que Rémi Mulumba allait jouer son rôle, celui de boucher le trou laissé par Chancel Mbemba, parce que le choix revient à l'entraîneur. On n'est pas tous entraîneurs, sinon on allait se réveiller un matin, on prend Jean-Pierre Kadima qui va entraîner les Léopards de la RDC. Puisqu'on lui a laissé l'équipe des Léopards de la RDC, il a fait ses choix. Reste à lui... je ne sais pas s'il va assumer ses choix, du moins d'ailleurs à la conférence de presse d'après-match, il a assumé tous ses choix. Il a d'ailleurs bien parlé, il a dit je ne peux pas aujourd'hui griller un joueur parce qu'on a fait un match nul, parce que j'ai vu quand même Bakambu, il était déçu. C'est vrai, ça déçoit quand vous faites les efforts, vous fournissez les efforts devant, vous marquez des buts et que derrière, en l'espace de 2 minutes, vos efforts sont réduits à néant. Ça décourage dans un match. Là encore, je vais revenir sur un joueur qui m'a beaucoup plus déçu, c'est maintenant Pivou Millet. Sur toute la rencontre, il n'est pas sollicité, mais sur 2 actions sur lesquelles on l'attendait le plus dans cette rencontre, mais regardez ce qu'il nous produit comme jeu. Malheureusement pour Matan Pivou Millet, je suis vraiment déçu de lui, au-delà des autres joueurs qui ont flanché un peu en deuxième période, parce que après la réduction du score des Tunisiens, on est vraiment passé à côté de la rencontre. Alors, avant peut-être que je vous fasse intervenir, c'est vrai, vous allez abonder dans le même esprit, mais je voudrais demander
à Nathalie qui n'était presque pas d'accord avec les amis qui disaient que c'était une façon de dédouaner Florent Ibenge parce que finalement tout le monde cherche à éviter à tirer un peu dessus, comme si Florent avait opéré de très bons choix selon à entendre. Je ne dis pas qu'ils font l'avocat de Florent Ibenge. Est-ce que quand il dit qu'il assume ses scores de parité de 2 buts partout, qui fait du bien à la République démocratique du Congo, ou c'est parce qu'il veut tout simplement protéger ses joueurs? Moi, je pense qu'il assume plutôt la mauvaise gestion du match, parce que par rapport à l'alignement, au début, bon, moi, individuellement, personnellement, j'avais apprécié l'alignement qu'il nous avait présenté, bien que le couac soit venu avec les différents changements, les changements d'ailleurs tardifs, comme le venaient d'évoquer les amis sur le plateau. À mon avis, l'alignement du départ était bon pour Florent Ibenge. Pour une fois, je suis d'accord avec lui par rapport au 11 du départ qu'il a eu à nous présenter. Et vous avez vu, ça payé au moins pendant 70 minutes, puisque la RDC a su maîtriser cette rencontre par rapport à la manche allée jouer en Tunisie, là où on avait joué qui est pendant 45 premières minutes. Mais ici, on a tenu jusqu'à la 70e minute. Et c'est parti des petites distractions, à mon avis, de la part de joueurs qui s'y croiraient déjà victorieux des Tunisiens. Ils ont oublié qu'un match de football se joue pendant 90 minutes et même plus, parce qu'il y a souvent de temps additionnel. Ils ont été distraits. Olga venait d'évoquer Matampi Vumile. Moi, je vais revenir sur l'égoïsme aussi des Bakambu qui ne nous a pas profité. À la 74e minute, j'avais bien retenu, puisqu'il avait une très belle passe de la part de Shadrack Akolo qui revient encore dans les carrés pour lui demander. En tout cas, ce serait un but et qui nous épargnerait de tous ces malheurs. Aujourd'hui, malheureusement, ils ont voulu il a voulu jouer la star cette soirée-là au stade des Martyrs de la Pentecôte et ça ne nous a pas profité. Il y a lui, il y a Matampi qui, avant qu'on nous marque, moi j'étais en train de suivre le match à la télévision, je disais ça craignait parce que Matampi était en train de jouer avec le feu, il avait constaté que le Tunisien le sollicitait de temps en temps vers les 70e minutes. C'était à lui d'être plus vigilant. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a encaissé ses 2 buts en l'espace de 2 minutes. Pour revenir à Florent Ibenge, pour une fois, je dis, j'ai été d'accord par rapport à son alignement de départ, bien que le changement a été tardif. On a évoqué le cas de Rémi Moulumba qui a été inefficace et ça ne nous a pas profité. Alors, oui, l'hôpital avait un supplément d'information par rapport, oui. Effectivement, c'est sur tout ce qui a été dit dans cette émission. Je pense que... Pas pour conclure, justement. Non, pas pour conclure. C'est justement sur ce qui a été fait dans l'ensemble. On se rend compte que les plus importants, parce qu'en conférence de presse, on a posé la question à l'entraîneur tunisien Nabil Maloul qui a expliqué les plus importants aujourd'hui, c'était la récupération des joueurs. Parce qu'on peut avoir des joueurs très talentueux au sein d'une équipe nationale, mais quand on ne tient pas compte de cet aspect de la récupération, eh bien, on risque de tirer à boulet rouge sur les sélectionneurs. Mais quand on essaie de regarder la sélection de la RDC, il n'y avait pas un grand écart. Nous jouons samedi à vendredi soir, on rentre à Kinshasa le samedi. Et directement, on doit répondre les entraînements. Quand est-ce qu'on a eu le temps de faire la récupération de tous ces joueurs? Non, mais je suis en train de m'expliquer. Je suis en train de m'expliquer. Non, Junior, tu as eu tout le temps de parler, Junior. C'est à moi de parler maintenant. Oui, allez-y. Alors, il y a ce problème de la récupération et c'est à ce niveau, au niveau de l'équipe nationale de la RDC, il n'y a pas un expert au niveau de la préparation physique pour l'instant. Quand on a commencé par la préparation à Rabat, il n'y avait personne. Le sélectionneur tout seul ne peut rien faire. C'est comme ça que dans le staff technique, il y a un préparateur physique, il y a un sélectionneur principal. Chacun s'occupe d'un aspect bien précis. Et c'est un sérieux problème. Aujourd'hui, les préparateurs physiques, il n'y est presque pas. Mais au niveau de la sélection tunisienne de football, et quand vous regardez dans le site de la fédération, on mentionne le nom du préparateur physique de l'équipe nationale de la Tunisie. Et c'est très important. Effectivement, ici, il n'y a pas de préparateur physique. Voilà le sérieux problème. Ouais. Et comme conséquence, on a vu lors de la manche allée, il y avait un sérieux problème, il y avait un débauche d'énergie au sein des léopards de la RDC. Lors du match retour, c'était la même chose. Vous parlez du choix des joueurs, c'est aussi un sérieux problème parce que les joueurs, ils peuvent se réveiller sur leur mauvais pied. J'ai pu prendre Chancel Bemba lors du match aller. Il était quasi inexistant. Il a fait un très mauvais match et personne n'a osé le dire sur ce plateau. Chancel
Michel Mbemba est totalement passé à côté. Et lors du match retour, eh bien, certaines personnes qui pouvaient demander à Florent de les laisser sur les bancs de réservistes, mais Chancel, il nous sort une prestation titanesque. Et lorsqu'il est sorti, la RDC est en difficulté. Je pense que sur certains aspects, les responsabilités sont partagées. Comme on dit toujours, la défaite a toujours été orpheline et la victoire à 1000 paires. Les responsabilités sont partagées et la fédération doit également commencer à prendre des décisions qui sont aussi intéressantes, parce que quand on suspend tel pour faire remplacer par une autre personne, et maintenant il n'y a pas de solution, c'est très compliqué. Très compliqué. Alors on va parler des probabilités de chance pour l'équipe de la RDC dans cet élément avec Olga Massangou, et puis on revient sur le plateau. Quelles sont les chances de qualification pour la République démocratique du Congo? Incontestablement pour la RDC, une qualification passe par 2 victoires aux 2 prochains matchs à 2 conditions. Une seule défaite des Tunisiens sur les 2 rencontres ou 2 matchs nuls des Aigles de Carthage. Le cas d'égalité parfaite, option à éviter à tout prix, car le règlement se penche premièrement sur les confrontations directes entre protagonistes, et la République démocratique du Congo, dans ce cas d'espèce, va dire bye-bye au Mondial 2018. Deuxièmement, le goal average. Mais lui n'est qu'une omelette à manger après avoir cassé les œufs. Et les œufs, ce sont les confrontations. Bien, voilà donc, alors, Olga Massambou, est-ce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo, à 2 journées de la fin de ses éliminatoires, peut se dire qu'elle a encore les chances de se qualifier, de retrouver la Russie en 2018? À 20%, hein, je crois qu'on a 20% de chances de se qualifier, parce que c'est vrai, mathématiquement parlant, on n'est pas éliminé. Mais je voudrais ici paraphraser Florent Ibenge qui dit on n'a plus notre destin en main. En fait, c'est ça qu'il faudra dire. On n'est pas éliminé, mais on n'est pas aussi qualifié, même si la Tunisie a fait un grand pas vers la qualification, mais la Tunisie n'est pas aussi qualifiée. Pour les 2 dernières journées qui nous restent à disputer, il faudrait que la RDC fasse sa part, c'est-à-dire gagner les 2 matchs, tout en regardant maintenant la Tunisie de loin. C'est qu'elle va réaliser le plus grand souhait des Congolais, de tous les Congolais, c'est de voir la Tunisie faire au moins un faux pas. Un faux pas, ça signifie quoi? Pas un match nul, mais une défaite sur les 2 rencontres, pourquoi pas 2. Alors, en 30 secondes, très rapidement. Oui. Olga a dit à mis 20%, moi je mettrais 10%. Pour la RDC de se qualifier. Parce que vous savez, aujourd'hui on peut tout dire. Le problème c'est lesquels? La préparation elle-même. Aujourd'hui, la Tunisie a fait ses bons résultats parce qu'ils avaient une bourse élevée. Il y a eu le moyen conséquent, que je ne veux pas donner les chiffres ici, pour la bonne et simple raison de ne pas scandaliser les gens. Mais quelle a été la bourse de la RDC? On a mis quoi par rapport aux frais pour accompagner cette préparation? C'est pourquoi vous mettez 10%. C'est le problème. À cause de l'argent. Non. Je ne dis pas qu'à cause de l'argent. Je dis que la préparation aujourd'hui, le football aujourd'hui marche de pair avec l'argent. Quand vous parlez d'aller gagner la Guinée, c'est avec quelle motivation? Il faut mettre le moyen, Olga. Il faut mettre le moyen. Mais je pense quand même que le gouvernement de la République a déjà résolu ce problème, parce que régulièrement donné. Non, le problème, ce n'est pas les résoudre avec un $5 000. C'est quelque chose. Comme prime. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Mais souffrez aussi que nous puissions avoir ces résultats. C'est proportionnel à ce que nous donnons à cette motivation. Mais Nathalie n'est pas d'accord avec vous. Justement, c'est son point de vue, mais qu'elle me laisse le temps de pouvoir achever. Oui, c'est maintenant en 10 secondes. Alors, donc, je pense que tout a été, comment dirais-je, tout s'est passé par rapport à cette préparation qui a souffert pratiquement de cet accompagnement. Et malheureusement, qu'est-ce que nous avions vu? C'était les politiciens qui voulaient s'en mêler, qui voulaient récupérer la situation. Et aujourd'hui, on est quasiment en train de pleurer, n'est-ce pas, la non-participation de la RDC à nous sommes quand même dans je l'ai dit que nous avions 10% de chance. Et puis, Jean-Pierre, vous savez que c'était un projet. Je termine par là. C'était un projet en route vers Russie
2018. Vous savez que ça fait plus de 70 ans que la RDC, enfin plus de 40 ans plutôt que la RDC n'a plus participé à une phase finale. La dernière c'était en 74 et nous autres nous étions pas encore nés, peut-être Moutassol qui a vécu ces temps. Alors ces projets-là n'a pas eu du contenu. C'est ça malheureusement. On a parlé de projets que la FECOFA a rédigé, mais il n'y a pas eu du contenu. On n'a pas donné l'essence, on n'a pas donné la substance à ces projets. Et au jour d'aujourd'hui, on paye cash. Et Junior, il ne faut pas déjà intégrer la RDC. On est même à 2 journées. Jean-Pierre, moi je veux réagir par rapport à ce que Junior vient de dire. Moi je parle des 20% de chance par rapport à quoi? Vous avez posé la question, dans ce groupe, est-ce que la RDC peut espérer se qualifier? Et bien moi je dis à 20%, et je le justifie parce que la Tunisie, la différence de points entre la RDC et la Tunisie n'est que d'un seul match. Si la RDC gagne un match et que la Tunisie faisait un faux pas lors de la dernière journée, tout va se jouer là-bas. La RDC a encore ses chances. C'est pas pour rien qu'on dit aujourd'hui qu'aucun pays africain n'est encore qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mathématiquement parlant, la RDC peut jouer toutes ses chances. Mais si à côté il y a le problème de l'argent, mais j'ai pas vu un joueur réclamer, j'ai pas vu le staff. Je pense que de ce côté-là, il ramène des moyens. Mais sur le terrain, la RDC a encore toutes ses chances de se qualifier. Alors 2 secondes, Nathalie, parce qu'on va parler de... Nos joueurs n'ont pas vraiment des soucis d'argent. Pour moi, ils sont beaucoup plus patriotes. Ils l'ont montré plus d'une fois avec leurs différentes participations. Les vrais problèmes seraient plutôt dans notre organisation avec la FECOFA qui doit revoir ces différentes structures. On venait de parler des préparateurs physiques. Ça, c'est un problème qui nous a, un petit détail, mais qui nous a coûté cher. Il doit rentrer. Oui. Un détail qui nous a vraiment coûté parce que si je vais répéter David Ndala qui dit ça peut être un mobbing, c'est Aziz Makoukoula aider un joueur à courir, c'est pas son travail. Il est ambassadeur des joueurs des Léopards. Qui est Aziz Makoukoula? Il est préparateur physique. Non, je ne sais pas. En tout cas, si c'est sa nouvelle attribution. Donc, nous devons régler dans des petits détails, puisque l'un des détails qui nous a coûté cher lors de cette double confrontation, c'est aussi celui-là, à ce qui concerne la préparation physique. Mais en matière d'argent, je ne pense pas qu'il y ait un problème, il y a un souci. Puisqu'ils sont très patriotes et c'est pas l'argent qui leur manque. Alors, David Ndala, avant de survoler les autres groupes, avec Patrick Lupika, il y a la fédération qui a formulé quand même une demande à la FIFA pour délocaliser le match. Mais c'est une réponse de non-recevoir qui a été réservée à la FECOFA. On voulait qu'on délocalise le match de la 5e journée. Ça n'a pas été favorable pour la RDC. Bon, la RDC n'est pas première, mais sur ce match, c'est que comprenez que on sait que la Libye va évoluer sur le sol tunisien. C'est que ça veut dire que les Tunisiens, même si eux seront en Guinée, ça veut dire on peut se mobiliser et aller au stade pour soutenir la Libye. Ça existe et donc ce ne serait pas un foot de guerre. Mais pour le cas, c'est que la Fédération internationale de football association ne pouvait pas admettre parce que déjà, bien avant la 4e journée, la Guinée avait demandé de jouer sur un autre terrain contre la Libye. La FIFA n'avait pas accepté et donc il ne faudrait pas faire une politique de 2 vitesses, accepter pour la RDC et refuser pour la Guinée. Donc sur ce point, la FIFA a refusé d'être simplement une boutique de Pandore pour la RDC. Et donc, le match va se jouer en Libye. À Monastir, justement.